première fois qu'on m'a proposé cette conférence, j'ai réfléchi un petit peu, la justice restaurative, restauration. Qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que bibliothécaires, quand on restaure un ouvrage, ou qu'on le fait restaurer, parce qu'on n'a pas toujours les compétences techniques? Eh bien, on lui redonne une seconde vie, d'une certaine manière. On le remet en état pour continuer à franchir les années. Et quand on m'a proposé la conférence de ce soir, j'ai dit oui, évidemment, tout de suite, quand j'ai un petit peu creusé le sujet. Et je me suis dit qu'en fait, cette restauration qui passe par la justice, c'est la restauration, c'est un pari. Comme nous, on fait le pari de restaurer nos livres pour qu'ils franchissent de nouveau quelques années, c'est un pari sur l'humain, ou sur l'humanité peut-être, puisqu'on fait dialoguer ensemble, si ma mémoire est bonne, si la définition, je l'ai bien lue et bien retenue, on fait dialoguer ensemble des personnes qui, a priori, sont opposées, ou du moins que beaucoup de choses opposent. Je ne suis pas du tout spécialiste du sujet, parce que les bibliothécaires sont spécialistes de rien, c'est pour ça qu'ils sont bibliothécaires. Pour nous parler de cette justice restaurative ce soir, nous avons invité 2 personnes. Ah, le micro est facile. Je ne sais pas. Bon. On va inviter Monsieur Robert. Je crois que c'est le sans-fil qui fait des blagues. Donc, je ne vais pas bouger. Peut-être que je suis bien dans l'axe, là. Non, on assure. La technique n'est pas toujours avec nous. Donc, pour parler de ce sujet de la justice restaurative, et comme à l'habitude, parce que j'ai des collègues qui font toujours les choses très très bien, elles invitent toujours les meilleurs spécialistes du domaine. Donc, pour parler de cette justice restaurative, du plus loin jusqu'à la personne la plus proche de ma droite, nous avons invité Monsieur Robert Cariou. Monsieur Cariou, vous êtes professeur émérite de criminologie, à l'Université de Pau, et surtout, vous êtes président fondateur de l'Institut français pour la justice restaurative. Pour modérer cette rencontre, nous avons Monsieur Fabien Jobard. Alors, je vais faire une petite confidence. Fabien Jobard, pour moi, c'est un auteur de bande dessinée. C'est bien lui. Il est quand même par ailleurs directeur de recherche au CNRS. Donc, c'est lui qui modère contre. Je ne comprends pas. Et surtout, l'homme de terrain, après l'universitaire théoricien, si vous me permettez, monsieur le professeur, ce raccourci un petit peu brutal. Monsieur Bernard Pey, votre nom est prédestiné. Vous êtes médiateur au sens plein, entier et complexe du terme. Messieurs, je vous laisse la parole. Merci. Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Je me réjouis ce soir d'être parmi vous. En effet, je suis directeur de recherche au CNRS, auteur et non pas dessinateur de bande dessinée. Je tiens à rassurer chacun d'entre vous, en tout cas d'une bande dessinée qui porte sur la question policière à travers le monde et l'histoire, puisque mon objet de recherche premier, c'est la police, ou en tout cas ce sont les polices. Et comme je le faisais remarquer tout à l'heure, dans la plupart des pays du globe, et on a derrière nous un magnifique globe terrestre de la bibliothèque de la ville de Paris. Dans la plupart des pays du globe, donc, les commissariats de police, les postes de police, passent l'essentiel de leur temps à exercer des missions de médiation dans absolument tous les domaines, qu'ils soient pénaux, ou civils, familiaux, commerciaux, y compris même des médiations sur ce qu'on appellerait chez nous les baux, ou en tout cas les emprises foncières. Et il y a effectivement quelques pages sur les médiations, le travail de médiation qu'entreprennent les polices dans le monde. Mais ce soir, on vous propose plutôt un débat autour de ce qu'est la médiation en France, ce qu'elle est devenue et ce qu'elle pourrait devenir à l'avenir, puisque comme vous le savez sans doute,
La médiation a été introduite ou plutôt consacrée dans la procédure pénale française par l'article 10-1 du Code de procédure pénale. Ce qui est intéressant, si vous regardez un petit peu l'architecture, je ne sais pas s'il y a un code de procédure pénale ici, mais si on jette un coup d'œil à l'architecture du code de procédure pénale français, postérieur en tout cas à la loi d'août 2014, vous verrez que cet article 10-1 est un article unique. Sous le chapitre précisément, sous un sous-titre 2, dans un titre préliminaire, sous-titre 2, de la justice restaurative. Titre unique, qui fait de cette justice restaurative peut-être son splendide isolement dans l'architecture entière de la procédure pénale. On va en débattre tous les trois ce soir. Et je voudrais vous faire lecture de ce relativement bref article, parce que tout un ensemble de notions y sont importantes et on va y revenir au fil de notre débat. Cet article dit, je cite, « À l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l'exécution de la peine, la victime et l'auteur d'une infraction, sous réserve que les faits ont été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative. Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés qu'a entraîné cette infraction et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de l'infraction. Cette mesure ne peut intervenir qu'après que la victime et l'auteur de l'infraction ont reçu une information complète à son sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant, dont on va bien sûr parler, formé à cet effet, sous le contrôle de l'autorité judiciaire ou de l'administration pénitentiaire. Tout ceci, bien sûr, sauf s'il y a un intérêt supérieur d'ordre public à ne pas laisser se dérouler cette opération de justice restaurative. Alors, les questions qu'on va aborder, Madame la directrice les a déjà en partie mentionnées. Où en est-on en France aujourd'hui en matière de justice restaurative? Cette loi de 2014, vous en souvenez peut-être, avait été la grande loi Taubira, en tout cas en matière pénale. On retient de Christine Taubira la loi autorisant le mariage des personnes de même sexe, mais en matière pénale, il y a eu cette grande loi visant, je cite le titre de la loi, hein, visant à renforcer l'individualisation des peines et l'efficacité des sanctions pénales. Et donc c'est bien sous la double préoccupation de l'individualisation des peines, c'est-à-dire le souci de l'individu auteur d'infraction, mais aussi d'efficacité de la justice pénale, que cette loi a été introduite et votée. Et donc la disposition que j'ai énoncée à l'article 10-1 du Code de procédure pénale. Donc est-ce que cette loi a un réel impact sur le nombre de récidives? A-t-elle eu un impact en termes d'administration de la justice? Dans quelles circonstances les mesures de justice restaurative fonctionnent-elles le mieux? Comment se déroule? Enfin, sur le terrain, ces temps de dialogue, de médiation, de rencontre, de justice restaurative. Alors, nous allons en parler avec donc nos deux invités. Et puis pendant, disons, une petite heure, je suis encore pas totalement myope, et donc je peux apercevoir derrière la très discrète horloge.
Donc pendant une petite heure, nous discuterons, je dirais, à la table. Et puis ensuite, bien sûr, la parole circulera avec vous. Alors, je voudrais, pour ouvrir ce débat, me tourner vers mon collègue Robert Cariou, donc professeur émérite désormais à l'Université des Pays de Pau et de l'Adour. Robert Cariou est une figure majeure et en tout cas assurément pionnière en matière de justice restaurative en France. Vous verrez qu'un certain nombre de ses ouvrages sont exposés sur la petite bibliothèque, le présentoir là-bas. Il y a beaucoup d'ouvrages d'ailleurs relatifs à la justice restaurative jusqu'à la justice transitionnelle, dont on dira un mot tout à l'heure. Robert Cariou, donc, avait présidé un groupe de travail au ministère de la Justice il y a une quinzaine d'années au Conseil national d'aide aux victimes et participé à la première rencontre détenus victimes à la maison centrale de Poissy quelques années plus tard, et puis en 2013 a fondé avec Benjamin Sayous, qui est lui-même auteur d'une thèse, j'imagine, de sciences criminelles, droit pénal, c'est ça, de sciences criminelles, sur la justice restaurative. Je cite les deux titres de vos ouvrages aux éditions L'Harmattan qui sont exposés là, parce que ça, ils bornent un petit peu, en tout cas là, d'un point de vue lexical, ce dont on va parler. La justice restaurative en France, sous-titre « Une utopie créatrice et rationnelle ». Donc je pense que chaque terme ici est important, tant les adjectifs que le nom. Et puis l'autre ouvrage, Grandeur et vicissitude de la justice restaurative en France. Alors, vous avez traduit des textes il y a une bonne vingtaine d'années sur la justice restaurative, des textes qui viennent du monde anglophone, qui viennent aussi du monde juridique de la common law, mais pas seulement, aussi de la criminologie scandinave, notamment avec des textes de Niels Christie, et pour, au fond, familiariser le public français avec cette notion, et je dirais avec cette philosophie. Du coup, ma première question serait celle-ci. Quelles sont les origines, je dirais, intellectuelles, peut-être d'ailleurs académiques, universitaires, quelles sont les origines philosophiques, peut-être religieuses, de la philosophie restaurative? Quand on dit monde anglophone, on peut aussi penser, évidemment les juristes vont penser common law, mais les personnes soucieuses de religion vont penser protestantisme, éthique du protestantisme. Alors, quel est le monde dans lequel naissent les idées de justice restaurative? Alors, c'est une question qui est à la fois aisée à répondre, mais qui suppose des développements peut-être importants. J'ai l'impression que vous ne m'entendez pas. Parler dans le micro. Bon. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est ce qu'est la justice restaurative. Pour bien comprendre d'où elle vient, c'est un espace de dialogue entre une personne victime, une personne auteur ou un groupe de personnes victimes et de personnes auteurs qui, le cas échéant, ne se connaissent pas. Et ces pratiques ont irradié notre humanité. Dès lors qu'un conflit, et on le qualifiait peut-être moins qu'aujourd'hui de nature pénale, émergeait, des solutions étaient trouvées au sein même du clan, de la tribu, du groupe, ce qui a sans doute aussi permis à notre humanité de se développer pour arriver des siècles et des siècles après à l'introduction de la justice restaurative dans notre code de procédure pénale. Et l'endroit où elle est placée ne conduit surtout pas à son isolement. C'est dans les dispositions générales du code de procédure pénale. Juste après, ce qui est fondamental dans la procédure pénale, la définition de l'action publique pour l'application des peines qui appartient au procureur et l'action civile pour l'indemnisation des dommages qui, elle, appartient aux personnes victimes en général. Donc, la loi n'a fait que reprendre ce qui a été redécouvert à la fin des années 60,
principalement dans les pays anglo-saxons, effectivement, pour que cette crise que le système de justice pénale aujourd'hui connaît puisse le moins possible revictimiser les personnes concernées par une infraction pénale. Et cette crise, elle est patente. Nous sommes aujourd'hui dans un pays où le populisme ambiant conduit à privilégier la punition, la répression, sans souci véritablement de la réintégration des personnes d'un côté comme de l'autre du crime. Je ne vais pas entrer dans des éléments d'ordre statistique, mais quelques-uns autour de l'inflation, par exemple pénale, qui conduisent à rappeler ce principe cher à Carbonnier, trop de lois tue la loi, des modifications permanentes qui conduisent parfois, j'exagère peut-être un peu, au burn-out des acteurs de la chaîne pénale. Et ça, évidemment, ça ne correspond pas du tout à une nécessité de répression. Les faits graves de type homicide contre les personnes sont en régression constante. Et nous avons la chance d'avoir un outil statistique qui date du début du XIXe siècle, qui montre bien que tous ces actes homicides sont en diminution permanente. Ce qui augmente, c'est la petite délinquance, la délinquance d'inadaptation, comme le dit si bien Denis Salas. Donc, c'est autour des années 1970 que des praticiens, certes mélonites, mais avant tout travailleurs sociaux. Et ce que je retiens, c'est qu'ils étaient travailleurs sociaux. La religion n'a rien à faire en matière de justice restaurative. C'est une erreur de lecture, notamment dans notre pays. L'un des objectifs, et c'est le seul, c'est principalement le dialogue, qui exclut tout prosélytisme religieux. Le pardon n'est pas un objectif de la justice restaurative, c'est quelque chose de trop intime aux personnes. Donc, au-delà de lectures parfois qui confinent à la mauvaise foi, mais c'est un peu la tradition française, hein, au moins dans nos champs juridiques et criminologiques, ces précurseurs, on peut citer Howard Zehr, on peut citer John Braithwaite, etc., dans les années, encore une fois, fin des années 70, ont réactivé les pratiques ancestrales en demandant simplement aux justiciables, au sens large, pourquoi ils n'étaient pas satisfaits des réponses qu'on leur apportait. Que leur apportait le droit colonialiste, qui à bien des égards, ou à tous les égards, a conduit à une dévastation culturelle, une dévastation économique. Et donc, reprenant les travaux des Premières Nations, ils ont réactivé des processus anciens en les, bien sûr, accommodant aux droits humains qui constituent un progrès fondamental du XXe siècle, 19e et XXe siècle. Et puis, petit à petit, ces pratiques restauratives développées plutôt dans les pays anglo-saxons ont atteint le vieux continent et depuis la fin des années 80, avec des collègues étrangers, je pense à Tony Peters, à l'université de Leuven, Antonio Beristain, à l'université de San Sebastian, nous avons eu cette réflexion, mais moi j'étais encore jeune professeur, enfin peu importe le titre exact, et il manquait effectivement à notre approche une globalisation de la situation. Soit on travaillait auprès des auteurs, soit on travaillait auprès des victimes. Mais la logique est de travailler de manière globale avec les auteurs, avec les victimes, avec leurs proches respectifs et leur communauté d'appartenance. Alors tout cela a été sans doute freiné, on en reparlera, par une absence de formation, plus généralement en criminologie dans notre pays, qui manque toujours cruellement. Et à cette époque, en 2012, des oppositions très fortes sont nées, mais qui, à mon sens, reposaient sur des idéologies radicales qui n'avaient rien à voir avec l'intérêt de nos propres étudiants, rien à voir avec l'intérêt de nos propres professionnels.
Donc aujourd'hui, elle est dispensée de manière très, très saupoudrée, alors qu'il y a une très forte demande, notamment des jeunes générations, hein, en criminologie agressologique comme en criminologie victimologique. Il n'empêche que depuis ce temps, il faisait allusion à une commission que m'avait confiée le Conseil national de l'aide aux victimes en 2006, s'est installé pour réfléchir à l'intégration de la justice restaurative en France. Bon, comme beaucoup de projets nouveaux chez nous, c'est vrai, ça confine encore une fois à des mauvaises foi, enfin à des interrogations, en tout cas des incompréhensions. Ce dossier a connu un classement vertical. C'est pas nouveau. Il est revenu sur les étagères, bien poussiéreux, mais avec les avancées que nous avions nous-mêmes mises en place en France en 2010, eh bien, petit à petit, conférence de consensus sur la justice restaurative organisée pour la première fois et unique fois jusqu'à présent sur l'individualisation de la peine et l'efficacité des sanctions. Pour reprendre, ce n'est pas tout à fait le titre de la conférence de consensus. Cette loi de 2014, applicable depuis le 1er octobre 2014, a été intégrée, mais non pas, je dirais, par un génie particulier qui aurait vu spécialement considérer qu'il fallait respecter quelques conditions, mais en reprenant les conditions que les pionniers avaient évidemment toujours appliquées, que Fabien vient de rappeler. Donc, ça n'est pas quelque chose de révolutionnaire, c'est quelque chose de logique qui s'inscrit dans la complémentarité du système de justice pénale aujourd'hui, mais qui peut s'épanouir avant même que le système de justice pénale soit saisi, et au-delà même du constat que la justice pénale ne peut pas être activée. Classement sans suite, ordonnance de non-lieu, acquittement. Et alors, avec les travaux de la commission Sauvet et d'autres travaux, la plupart des actes graves, intrafamiliaux, et on sait que plus les faits sont graves, plus les bienfaits de la justice restaurative seront importants, ces faits sont prescrits. Et la seule réponse qu'on donne aux intéressés, c'est « il y a prescription, on ne peut plus rien faire ». C'est intolérable, autant pour l'infracteur, autant que pour la victime. Donc, on a mis en place en 2015 une formation tripartite, École nationale d'administration pénitentiaire, France Victimes, qui sont les grands réseaux d'aide aux victimes, et l'Institut français pour la justice restaurative que j'ai fondé avec quelques doctorants, effectivement, qui citaient Benjamin Sayous, qui est notre directeur aujourd'hui. Et l'année 2016 a été consacrée à la formation, une formation globale, intégrée, toujours pas diplômante, on se pose la question de savoir pourquoi, mais bref, les résistances sont encore importantes, tant du point de vue judiciaire que du point de vue de l'application des mesures de justice restaurative. On parlait de vicissitude tout à l'heure, avec des oppositions aujourd'hui encore de la part de théoriciens qui souvent n'ont pas bien perçu ce qu'était la justice restaurative. La justice restaurative, ça n'est plus un balbutiement. En 6 ans, nous avons mis en place, bon, je dis nous, c'est l'ensemble des personnes concernées par la justice restaurative, pas seulement l'Institut, même si nous occupons une place importante, plus de 300 programmes, plus de 300 rencontres restauratives. Ce sont des mesures chronophages, minimum 6 mois, reposant sur un protocole très rigoureux, non pas rigide comme certains se plaisent à le dire, pour ne pas revictimiser les personnes. Et tout cela se met en place sans temps spécialement dédié aux animateurs qui ont été formés dans l'administration pénitentiaire, l'aide aux victimes ou la protection judiciaire de la jeunesse. Donc, avec bien évidemment un engagement politique fort, une volonté politique forte, alors que des décrets d'application de cette loi de 2014 sont entrés en vigueur, alors oui, on a attendu plusieurs années, en 2020 et 2021, il y a encore, bien évidemment, beaucoup de sensibilisation à faire. J'ose espérer que ça n'est qu'une question de sensibilisation. Mais
ça n'est pas du tout ce discours que l'on tient encore de la justice restaurative est dans une phase exploratoire. C'est pas du tout le cas. Donc voilà, vite retracer cette évolution de la justice restaurative et ce qu'il faut bien comprendre par ailleurs, et c'est sans doute une des raisons des résistances des acteurs de la chaîne pénale, certes, ça n'est qu'une circulaire interprétative qui l'a souligné, ce n'est pas un acte de procédure. On peut même considérer que l'article préliminaire du Code de procédure pénale ne nous concerne pas. Mais bon, la même circulaire souligne aussi que c'est une mesure autonome. Et que dès lors que les 5 conditions évoquées tout à l'heure, placées sous un contrôle de simple conformité du magistrat, les 5 conditions sont remplies, il ne peut pas s'opposer. Eh bien, avec des ressources humaines suffisantes, la justice restaurative connaîtrait un épanouissement absolument remarquable. D'autant plus que les études scientifiques internationales, en France, je blague souvent en disant que quand je serai à la retraite, j'écrirai un livre sur les obscénités en criminologie. Un des premiers mots que je définirai, c'est l'évaluation. Les évaluations internationales montrent bien, avec des groupes témoins, etc., dans la durée, que de réels bienfaits existent et que la justice pénale, telle qu'elle passe, ne satisfait pas les personnes parce qu'elle ne répond pas à 2 questions essentielles. Pourquoi moi? Pourquoi toi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça m'arrive? Etc. Et comment je peux reconquérir mon estime de soi? Comment je peux réintégrer ma famille? Etc. etc. Comment je peux vivre après avec ce que j'ai commis ou ce que j'ai subi. Donc, c'est des moments comme ceci que nous partageons qui me donnent l'espoir, et je l'ai toujours eu, mais je l'ai davantage encore, d'un plus grand développement de la justice restaurative en France. Merci pour ce premier tour d'horizon. C'est vrai que la discussion ce soir s'inscrit dans un contexte de record de population carcérale. La France est aujourd'hui on compte pour 100 000, 120 pour 100 000, 120 détenus pour 100 000, ça fait 1,2 pour 1000, alors qu'à la fin des années 90, on était à peu près 90, 90, on passe de 90 à 120. Ça a l'air de rien, mais ça fait plus un tiers en 25 ans. C'est considérable. Même à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on n'avait pas une telle population pénale, et tes propos s'inscrivent dans ce contexte très particulier de crise du monde judiciaire, puisqu'il faut rappeler ici la position défendue dans la tribune publiée dans le journal Le Monde, de 3000 magistrats, c'est-à-dire quasiment la moitié, entre la moitié et un tiers du corps de la magistrature en France, 3000 magistrats et quelques centaines de greffières qui publient « Nous, magistrats, ne voulons plus d'une justice qui n'écoute pas et qui chronomètre tout ». Et je cite encore, « Nous sommes finalement confrontés à un dilemme intenable, juger vite mais mal, ou juger bien mais dans des délais inacceptables ». Et donc, je pense que c'est un petit peu à l'avant-plan de cette crise de la justice que s'inscrit la question aujourd'hui de la justice restaurative. Alors, la justice restaurative, c'est un certain nombre de philosophies pénales dont on a rappelé un petit peu le contexte, l'origine, et c'est surtout une somme de pratiques. Et c'est pourquoi nous avons également le plaisir d'accueillir Bernard Pey. Alors, vous ne venez pas du monde judiciaire à l'origine, puisque vous avez été cadre dans un grand groupe commercial.
Vous vous êtes formé à la médiation par l'obtention d'un diplôme universitaire, un DU de médiateur en 2014, et vous avez exercé une activité de médiateur libéral dans le domaine de la médiation familiale, ou pour des associations ou pour des entreprises. Vous avez cofondé, vous aussi, une association en faveur des actions de médiation dans le milieu pénitentiaire, donc APMR, Association Prison, Médiation, Réinsertion, et vous êtes visiteur de prison à Fleury-Mérogis. Et vous avez été formé ensuite, dans un deuxième temps, à la justice restaurative, et vous intervenez dans le cadre de mesures de justice restaurative en prison de type rencontre détenus victimes, rencontre des condamnés victimes, RDV et RCV. Vous avez ces dernières années également été membre de la commission reconnaissance et réparation, présidée par le magistrat Antoine Garapon, et sur laquelle on dira un mot un peu plus tard. Mais ce sur quoi je voulais vous interroger d'abord, dans un premier temps, c'est au fond sur votre statut et votre pratique. Votre statut, c'est celui de médiateur, ou bien c'est celui qu'on appellerait en français tiers facilitateur. Comment définissez-vous votre rôle, votre fonction lorsque vous intervenez donc en milieu d'exécution des peines, en prison, si je comprends bien, peut-être également ailleurs, à d'autres moments de la procédure pénale, entre donc victimes et auteurs, ou dans des groupes de victimes et d'auteurs? Merci Fabien. Merci également Robert pour ta présentation sur l'histoire et l'esprit de la justice restaurative. Alors, puisqu'on est au démarrage et finalement à la définition de la justice restaurative, permettez-moi, avant de répondre précisément à votre question, de reprendre une question qu'une des personnes victimes que j'ai accompagnées m'a posée. Cette personne victime d'agression sexuelle m'a posé la question un jour en me disant « Monsieur Pey, est-ce que vous connaissez le syndrome du quai de la gare ?» Alors moi, je vous avoue que le syndrome du quai de la gare, je ne connaissais pas. Je ne sais pas si ça vous parle à l'un d'entre vous. Et donc je lui ai dit, non, moi, le syndrome du quai de la gare, je ne sais pas ce que c'est et je ne connais pas. Et il m'a répondu, c'est normal puisque je viens de l'inventer. Donc je lui ai demandé quand même de me définir ce qu'était le syndrome du quai de la gare. Alors, je ne l'ai pas appris par cœur, mais du coup, je vais vous lire la réponse. Donc c'est une personne victime d'agression sexuelle, comme je vous le disais. Toujours en retard, toujours en décalage par rapport aux autres. Être seul au milieu de la foule, c'est courir après le temps. C'est regarder la pendule du quai qui égrène les secondes, les minutes et les heures. C'est rater les trains, c'est rater tous les trains. Et il se trouve que quelques jours après, à Fleury-Mérogis, j'ai rencontré une personne que je suis, une personne condamnée, et qui a voulu aussi me faire part de ce qu'elle ressentait en ce moment. Et donc, je vais vous lire aussi ce qu'elle ressentait à ce moment-là. Elle m'a dit, on me parle d'attente, toujours attendre quelqu'un, quelque chose. Il m'a parlé de mettre du poids sur le temps qui passe. Il a regardé le sablier dans sa tête et il attend que le temps passe. Il me dit ne plus savoir où aller quand le train vient de partir. Il m'a dit être seul sur le quai. Alors en l'écoutant, je me suis dit, mais tiens, lui aussi, il frappait du syndrome du quai de la gare. Et puis, en réfléchissant à ces deux personnes, à ces deux témoignages, je me suis dit, mais si on les mettait tous les deux dans un train, si on les mettait tous les deux dans cet espace,
sécurisé, qui est un train, qu'ils puissent se parler, qu'ils puissent échanger en toute sécurité. Et si on va plus loin dans cette métaphore du syndrome du quai de la gare, il faudrait aussi qu'il soit accompagné d'une personne extérieure, formée, on va dire dans mon histoire, le chef de gare par exemple, mais quelqu'un de formé. Et donc, pour moi, vous voyez, c'est ça aussi la justice restaurative, c'est permettre à des gens qui sont victimes, des personnes qui sont auteurs, de pouvoir se rencontrer dans un lieu sécurisé qui permet d'aller dans une dynamique vers l'avenir. Et je trouvais que cette métaphore, en fait, du syndrome du quai de la gare, qui est terrible pour chacun d'eux, eh bien, elle pouvait être... on pouvait résoudre ce syndrome du quai de la gare par la justice restaurative. Alors, la justice restaurative, concrètement, à la suite de ce que tu disais, Robert, en France, il y a, dans le jargon de la justice restaurative, on parle de mesures de justice restaurative. Les principales mesures, eh bien, je vais vous les citer. La première, c'est ce qu'on appelle la médiation restaurative, qui est une rencontre directe entre l'auteur et sa victime. Alors, vous voyez, à mon sens, tu me contrediras peut-être, Robert, mais j'ai trouvé que la période du Covid était une période qui marque un avant, l'avant-Covid en termes de justice restaurative et de pratique, et puis l'après-Covid en termes de développement de certaines mesures. Alors, je vais vous expliquer après pourquoi. Mais donc, première mesure, la médiation restaurative, avec un animateur, il y a un auteur et une victime. La deuxième mesure de justice restaurative, qui est couplée avec une troisième, c'est ce qu'on appelle donc, vous l'avez dit, M. Jobard, la RDV, rencontre détenu-victime. Je l'associe tout de suite à la troisième, qui est la RCV, rencontre condamné-victime. Parce qu'en fait, le déroulement, je dirais, de ces deux mesures est globalement la même. La grande différence, c'est que la rencontre détenu-victime se passe en prison. Et donc, on va faire rentrer les personnes victimes en détention. Alors que pour la RCV, rencontre condamné-victime, là, on ne rentre pas en détention, on est en milieu ouvert. On le dit dans le jargon de la pénitentiaire. Donc, milieu fermé, RDV, milieu ouvert, RCV. Et puis, il y a une autre mesure qu'on ne développera pas forcément aujourd'hui, parce qu'elle est peut-être celle qui est la moins restaurative au sens rencontre détenu-victime ou condamné-victime, c'est-à-dire entre auteur-victime, c'est ce qu'on appelle les CSR, les cercles de soutien et de responsabilisation, voilà, où là, c'est plus axé sur l'auteur. Alors, moi, je vais vous parler principalement de RDV et de RCV, puisque je suis formé à la RDV et la RCV, mais sur un rôle très particulier. Parce que si on regarde quels sont les acteurs de ce type de mesures, vous avez donc pour les RDV et RCV, les auteurs. Quand on dit les auteurs, c'est-à-dire que vous comprenez bien que pour ce type de mesure, ce n'est pas un seul auteur. C'est 3, 4, voire 5 personnes auteurs. Moi, je ne suis pas favorable à aller beaucoup plus loin que 4. Voilà. Mais donc, il y a 4 auteurs et il y a également 4 personnes victimes qui vont faire partie donc, de cette mesure. Je vais développer un petit peu après comment on les choisit, comment ils intègrent ces mesures de RDV et de RCV. Le troisième groupe de personnes auteurs de ce type de rencontre, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon de la justice restaurative les animateurs. Donc ce sont des personnes qui sont formées essentiellement à l'IFJR et qui sont issues des 2 grandes structures. La première, c'est l'administration pénitentiaire. Donc, un des animateurs sera issu de l'administration pénitentiaire, et notamment, ce sera essentiellement ce qu'on appelle un CPIP, un conseiller de probation et d'insertion de la pénitentiaire.
qui est volontaire pour se former et pour animer ce type de rencontre. Et puis, il y aura également, le deuxième animateur sera issu des associations d'aide aux victimes, qui sera formé également. Donc là, vous voyez, on a déjà, on a le groupe auteur, on a le groupe victime, on a les animateurs, et on a bien un animateur qui est, entre guillemets, lié au groupe auteur, et un animateur qui est lié au groupe victime. Et puis, il y a un troisième groupe de personnes extrêmement important. Là, c'est un petit clin d'œil que je fais parce que je fais partie de ce quatrième groupe, en fait. Ce groupe s'appelle le membre de la communauté. Alors, le membre de la communauté, c'est un terme très canadien, il me semble-t-il, enfin, qui, voilà, en tout cas, qui pose question, qui interroge, qu'est-ce que c'est qu'un membre de la communauté ? C'est une secte ? Voilà, non, c'est pas une secte. Le membre de la communauté, c'est quelqu'un de la société civile. Il fait partie du groupe qui met en place, qui anime la mesure de justice restaurative. Il doit être formé. Donc moi, je suis membre de la communauté. J'ai participé à 2 rencontres détenues victimes, une à la maison d'arrêt d'Osny, dans le 95, et une autre au centre de détention de Liancourt, dans l'Oise. Et puis, j'ai également participé à une rencontre condamnée victime qui était liée à Seine-Saint-Denis, au tribunal judiciaire de Bobigny. Voilà. Et puis, je suis programmé sur une prochaine RCV, rencontre condamnée victime, à Versailles. Alors, le membre de la communauté, ce n'est pas le représentant de la société, c'est un représentant de la société. En fait, c'est très important de comprendre cette nuance. Je ne suis pas désigné par une autorité que j'ignore, je ne suis pas désigné comme celui qui représente le représentant du peuple ou de la société. Non, je suis une personne, je suis un membre de la communauté, un membre de la société civile. Et si j'insiste beaucoup là-dessus, c'est parce que c'est le cœur même de l'action du membre de la communauté. Il est là pour dire aux personnes victimes et aux personnes auteurs, vous êtes des personnes. Avant d'être... Je ne vous réduis pas à l'acte que vous avez commis pour la personne auteur. Je ne vous réduis pas à la souffrance que vous subissez pour la personne victime. Mais vous êtes des personnes. Et moi, je suis une personne. Et à ce titre-là, votre situation de personne m'intéresse. Et si un élément supplémentaire qui permet aussi de faire comprendre, parce que pour les personnes auteurs et les personnes victimes, le membre de la communauté, c'est pas au départ très clair. Qui est-il ? Que va-t-il faire ? Quelle est la différence entre le membre de la communauté et l'animateur ? Et donc, le fait de dire aux personnes auteurs et aux personnes victimes « je suis bénévole », c'est aussi le moyen de leur dire qu'effectivement, mon seul intérêt dans ma présence, c'est bien d'être une personne comme vous pour que vous puissiez, à un moment donné, vous sentir aussi étant membre de la communauté. Et on parlait tout à l'heure d'un mot qui est absolument fondamental et qui va être le fil rouge, à mon sens, de toute la soirée dans la justice restaurative, c'est la notion du tiers. Le tiers, c'est la personne extérieure qui va permettre de casser le binôme redoutable agresseur-agressé. Et ce tiers, en fait, à mon sens, c'est bien le membre de la communauté. C'est parce qu'il a la possibilité de prendre la parole comme les auteurs et les victimes. Il est une personne comme elle. Et donc, à ce titre, il casse ce binôme infernal. Et j'ai envie de reprendre aussi
l'image qu'a donnée Catherine Rossi, c'est une criminologue québécoise, elle parle du triangle équilatéral. Et en fait, si vous voyez un triangle équilatéral, vous avez aux 3 sommets l'auteur, la victime et puis le membre de la communauté. Et les angles sont égaux, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité, les 3, de parler de la même manière. Évidemment, on va mettre en avant la parole de l'auteur et de la victime, évidemment. Mais en tant que membre de la communauté, je peux prendre part à l'échange. Et donc, vous voyez, on a ces 3 personnages. On a le 4e personnage qui est l'animateur, qui, à mon sens aussi, est celui qui a le rôle le plus ingrat. Parce que les 2 animateurs, issus de l'administration pénitentiaire et de France Victime, ce sont des gens qui ont travaillé pendant 8 mois au préalable, avant la première rencontre de ce groupe. Et donc, il a fallu choisir les personnes auteurs, il a fallu choisir les personnes victimes. Et donc, il y a tout un travail très ingrat qui, au moment des rencontres, bien sûr, les animateurs sont fondamentaux, leur rôle est fondamental, parce que c'est eux qui vont mettre en musique tout ça. Voilà. Mais, voilà. Donc, il faut imaginer un triangle équilatéral, les 3 acteurs, victimes, auteurs, membres de la communauté, tout ça mis en place par les animateurs. Alors, une RCV, comment ça fonctionne? Comment ça se passe? Comme je vous le disais, les animateurs ont ce travail, je vais quand même aller assez vite, mais ont ce travail de choisir, c'est pas forcément le bon terme, mais de préparer, voilà, merci Robert, de préparer les personnes auteurs pour les membres, pour le responsable de l'administration pénitentiaire, et puis de préparer aussi les personnes victimes. Et c'est aussi les animateurs qui vont, par plusieurs réunions avec ces personnes, vont estimer que leur participation à cette mesure de justice restaurative va être profitable pour ces personnes. Alors, très rapidement, de façon aussi très schématique, une RDV, c'est 5 rencontres plénières de 3 heures espacées d'1 semaine. Donc, nous avons 15 heures d'échange, huis clos, confidentialité absolue, donc 3 heures pour pouvoir débattre ensemble, pour pouvoir, je vais le développer, mais avoir une évolution, on va voir qu'il y a une évolution dans la posture, dans la prise de parole, dans l'attitude, dans la réflexion, aussi bien des personnes auteurs que des personnes victimes. Ce n'est pas un empilement de séances, c'est une véritable évolution, une véritable progression. Alors, il y a une première rencontre initiale avant ces 5 rencontres qui sont le cœur du réacteur. Il y a une première rencontre initiale qui est très importante. C'est la rencontre, c'est ce qu'on appelle une rencontre de groupe. La rencontre de groupe, c'est permettre aux animateurs et aux membres de la communauté de réunir les 3 ou 4 auteurs dans un premier temps, parce que les auteurs ne se connaissent pas. Ils ne savent pas qui est avec eux embarqué dans cette mesure de justice restaurative. Et donc cette première rencontre, elle permet aux auteurs de se rencontrer, de se connaître. C'est la même chose, ça dure 1 heure, et puis après on passe aux personnes victimes. Et donc là, les personnes victimes aussi vont se découvrir et vont apprendre. Et à ce moment-là, les règles, le cadre de la rencontre va être, une fois de plus, bien posé clairement à l'ensemble du groupe. Cette notion de confidentialité, cette notion de respect de la parole de l'autre. On va utiliser un bâton de parole, parce que la parole va circuler et on va pouvoir donc écouter les autres et pouvoir parler. Et puis après, il y a 5 rencontres. 5 rencontres. Alors, pour tout vous dire, j'ai essayé de réfléchir et d'imaginer à un objet qui pourrait symboliser, matérialiser ces 5 rencontres.
Et j'ai trouvé, en fait, et je voulais amener. Voilà, c'est un sablier. Et le sablier, si vous voulez, je vais développer, mais je trouve qu'il symbolise bien la mesure de justice restaurative parce qu'il y a deux notions qui sont très importantes dans ces mesures. La première, c'est la notion de temporalité. On a parlé du temps. En justice restaurative, on a du temps. Il n'est pas infini non plus. On a bien 5 rencontres de 3 heures chacune. Donc, on va avoir 15 heures d'échange ensemble. Mais on a le temps. On a le temps de pouvoir se parler. On a le temps de pouvoir échanger. On a le temps de pouvoir s'engueuler. On a le temps de pouvoir crier. Le deuxième élément important pour moi de la justice restaurative, c'est la notion de la parole. Et je trouvais que mon sablier, je trouvais que chaque grain du sablier, ça peut représenter une parole. Ça peut représenter un mot, une parole. Et si je développe maintenant mes 5 rencontres, eh bien, la première rencontre, c'est la rencontre du récit. C'est-à-dire qu'on va faire rentrer donc, les personnes auteurs et victimes, on va les mettre en cercle, et les animateurs vont leur demander d'évoquer leur histoire, de pouvoir se raconter, de raconter ce qu'ils ont vécu. En fait, de raconter ce qu'ils ont envie de raconter maintenant, ici, maintenant. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes auteurs et les personnes victimes, les membres de la communauté également, et les animateurs, on est tous morts de peur. Mais surtout les auteurs et surtout les personnes victimes. Comment les autres nous voient-ils, aussi bien pour les auteurs que pour les victimes? Donc, il y a une très grande crainte, une très grande peur, une très grande tension. Il y a une pression absolument phénoménale dans ces premières minutes de cette première rencontre, la première rencontre, celle du récit. Et donc, tout ne peut pas être dit la première fois. Il y a des éléments qui ne peuvent pas être apportés au groupe. C'est le rôle aussi du membre de la communauté de pouvoir aider les personnes à nommer ce qu'ils ont envie de dire. La parole, elle est extrêmement importante et ça permet également, dans cette première présentation de l'histoire de chacun, pour les personnes membres de la communauté ou pour les animateurs, de remettre chaque personne à sa juste place. Alors, dit comme ça, c'est un peu direct, on essaye de le faire avec délicatesse, mais on voit très rapidement que les récits des personnes victimes, ce sont des récits où ils se victimisent, en fait. Et pour les personnes auteurs, il y a alors, ils se victimisent et se culpabilisent. En fait, c'est surtout ça aussi que je voulais évoquer. Il y a une culpabilité des personnes victimes. Et nous, membres de la communauté, on doit essayer de les faire sortir de cette culpabilité. Et il y a également une victimisation des personnes auteurs qui sont souvent exprimées parce qu'ils ont préparé leur récit, ils ont préparé ce qu'ils vont dire. Et donc, à nous de dévictimiser les auteurs et de déculpabiliser les victimes. La première séance, donc c'est le temps du récit, c'est aussi le temps où les personnes victimes peuvent exprimer les grandes souffrances qu'elles ont subies. Et vous voyez, moi, avec mon expérience, aussi bien en justice restaurative qu'à la CRR, j'ai repéré 5 grandes souffrances. La trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Et ces 5 grandes souffrances, quand vous discutez avec des personnes victimes, vous retrouvez à chaque fois
une ou deux de ces grandes souffrances. Certaines peuvent en avoir 2, 3. Je connais des personnes victimes qui ont les 5 souffrances. Et donc, c'est le moyen à cette première rencontre, à cette première séance, ce temps du récit, de pouvoir exprimer aussi ses souffrances. C'est aussi le moyen pour les personnes auteurs d'exprimer ce qu'ils vivent en prison. Et puis la deuxième séance, alors la première, si je la symbolise, hein, c'est le haut du sablier. Et puis la deuxième séance, 3 heures se sont passées, on se connaît, le bâton de parole va être encore utilisé, on est toujours à la même place, en cercle. Et là, ça va être le temps du questionnement. C'est-à-dire qu'à partir de ce qui a été dit la semaine passée, eh bien, les personnes auteurs et les personnes victimes vont assez rapidement poser, non pas des questions de façon directe, mais de façon indirecte, par le biais des membres de la communauté ou des animateurs. Et on sent que la tension est assez forte, que certaines personnes n'ont pas osé, au cours de la première rencontre, réagir fortement, mais là, au cours de cette deuxième séance, vont pouvoir réagir. Alors, je ne vous ai pas évoqué aussi le rôle, un des rôles du membre de la communauté, c'est de gérer les pauses entre les séances. Alors, pour être franc avec vous, moi, avant que je fasse ma formation, et même après avoir fait ma formation comme membre de la communauté, on axait beaucoup sur l'importance du membre de la communauté pendant la pause. Et moi, je me disais, si je suis formé pour servir le café ou les petits gâteaux, je préfère finalement être animateur. Et puis la pratique m'amène à dire que le temps de la pause au moment de ces séances, que ce soit la première, la deuxième jusqu'à la 5e, est absolument fondamental parce qu'il permet de faire baisser la tension qui existe au cours de ces rencontres. Et donc, il s'agit pour le membre de la communauté d'être présent avec les auteurs et les victimes, de les faire parler sur ce qu'ils ont envie de parler, mais qui est autre que le sujet sur lequel ils sont réunis. Et donc ça, c'est très important également parce qu'il faut s'imaginer une atmosphère extrêmement lourde, extrêmement tendue. Les auteurs et les victimes ne se regardent pas encore, ne se prénomment pas. Ils s'adressent aux membres de la communauté, ils s'adressent aux personnes animatrices. Et puis, on va arriver, je vais vite, hein, on arrive à la 3e rencontre. Et la 3e rencontre, vous voyez, dans mon sablier, c'est le goulot d'étranglement. Parce que c'est le temps de la confrontation. C'est le temps où là, ils vont pouvoir crier, ils vont pouvoir exprimer leurs émotions. Les 2 rencontres des détenus victimes que j'ai vécues, à chaque fois, les personnes auteurs ou les personnes victimes étaient dans une émotion très forte à cette 3e rencontre. Il y en a qui étaient obligés de sortir même. Hein. Certaines personnes nous ont dit à cette 3e rencontre, je ne viendrai pas à la 4e. Parce que là, on sent bien que toute parole dite par les personnes victimes ou les personnes auteurs doivent être une parole de vérité. Ça doit être authentique. Il n'y a pas de place pour le blabla. Il n'y a pas de place pour les généralisations. Il n'y a pas de place pour l'explication grandiloquente sur la situation de victime ou la situation d'auteur. En fait, les personnes victimes, à cette 3e rencontre, veulent absolument connaître l'histoire des personnes auteurs. Et les personnes auteurs qui essayent de biaiser sans vouloir trop raconter leur histoire sont rappelées à l'ordre par les personnes victimes. On est ici à huis clos entre nous. Vous devez nous dire ce que vous avez commis, pourquoi vous l'avez commis. Qu'est-ce qui a fait que vous avez commis ça ? Comme le disait Robert, pourquoi moi je dois subir ce que vous avez commis ? Alors évidemment, je ne l'ai peut-être pas bien formulé tout à l'heure, pour les RDV et les RCV, nous ne sommes pas en liaison directe entre les auteurs et les victimes. La thématique est bien la même,
La thématique du crime est bien la même, mais ce ne sont pas les auteurs avec leurs victimes ou les victimes avec leurs auteurs. Mais évidemment, il y a un effet miroir qui existe entre les auteurs et les victimes, puisque la thématique est la même. Et donc là, cette troisième rencontre, troisième séance, c'est la séance de la confrontation, c'est la séance où, passez-moi l'expression, on s'engueule, on crie, voilà. Alors, le rôle du membre de la communauté, le rôle de l'animateur, c'est aussi d'apaiser tout le monde, mais que la parole soit dite, et qu'une parole vraie et une parole authentique. Et puis, après, on va passer à la quatrième séance. Donc, vous voyez, à la quatrième séance, on a déjà passé 3, 6, 9 heures ensemble. Donc là, on commence à se connaître. Il y a des regards qui vont commencer à se faire à la quatrième séance. La troisième séance a permis de sortir ce qu'on avait dans les tripes, de ce qui était douloureux, de l'incompréhension dans le discours de l'autre. Et donc, ça c'est sorti. À la quatrième séance, il y a un début de construction de quelque chose de nouveau qui est en train de se créer. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une compréhension de ce que dit l'autre. Et alors, il y a des questions fondamentales qui se posent, hein, des questions. Est-ce que dans une situation d'agression sexuelle où une personne victime posait la question, mais est-ce que vous vous mettez à la place de la victime quand vous commettez tel acte de viol, ou par exemple, ou un autre acte? Et donc, là, la personne victime attend la réponse de la personne auteur. Et s'il n'a pas pu le dire à la troisième séance, eh bien, ça va pouvoir se dire à la quatrième, et ça va pouvoir se dire dans un climat qui commence à s'apaiser. Et puis, on arrive à la cinquième séance. La cinquième séance, donc là, ce qui est important aussi de dire à ce moment-là, c'est que on en est à la 12e heure. Les personnes savent que c'est la dernière séance, que dans 3 heures, c'est fini. Ce huis clos, cet espace entre nous, sera terminé. Et que s'il y a encore des choses à dire, il faut les dire ici et maintenant. Et puis, il y a un échange qui se passe sur l'avenir. Qu'allez-vous faire après cette mesure de justice restaurative? Vous, les personnes détenues, qu'allez-vous faire de ce que nous avons vécu ensemble? Et vous, les personnes victimes, comment vous sentez-vous maintenant? Est-ce que cette dissociation que vous aviez présentée du corps et de l'esprit, est-ce que vous avez réussi à vous réunifier? Voilà, tout ce genre de questions se posent. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a une véritable entraide qui continue à se faire. Elle a commencé à la 4e séance. À la 5e séance, il y a une véritable entraide entre le groupe auteur et le groupe victime. À la 3e et 4e séance, on avait bien senti que le groupe auteur et le groupe victime faisaient bien groupe. Mais là, à la 5e séance, on a le groupe auteur et le groupe victime qui véritablement sont dans des dialogues. Le temps de la pause, le membre de la communauté, il devient transparent. Il n'y a plus besoin du membre de la communauté. Il y a un véritable échange qui se produit. Et donc, il y a une parole qui est dite sur l'avenir. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant sur présentation d'une ARDB. Merci beaucoup. Ma fille étant dans ses révisions de brevet des collèges, je pourrais donc lui offrir un exemple tangible de ce qu'est un triangle équilatéral. Ça l'aidera sans doute à prendre le train de la géométrie. Mais c'est pas de ça dont je voulais vous parler, mais plutôt justement ce que vous avez évoqué à la fin, qui est la formation en France d'une commission autour des crimes et des délits à caractère sexuel commis dans l'Église catholique. Donc cette commission CRR, Reconnaissance et Réparation, qui a été mise en place
sous la conduite du magistrat Antoine Garapon, que vous connaissez peut-être parce qu'il anime des émissions depuis fort longtemps désormais sur France Culture autour des questions de justice et d'éthique, des questions qui touchent au fonctionnement même des sociétés. Alors, vous êtes membre de cette commission reconnaissance, donc reconnaissance des faits, réconciliation. Hein, est-ce que, en tant que membre de cette commission, vous y voyez là la marque de la justice restaurative et dans quelle mesure, dans quelle limite aussi? Merci. Je me permets juste de repréciser en termes de vocabulaire, de mots. Donc la commission, la CRR, c'est la commission reconnaissance et réparation. Et la reconnaissance, c'est fondamentalement la reconnaissance de la personne victime. La réparation, c'est la réparation de la personne victime. Et il y a plusieurs modalités dans cette réparation. Mais on est bien dans la réparation pour la personne victime et non pas forcément la réconciliation. Alors, oui, la commission reconnaissance et réparation a été mise en place après le rapport de Jean-Marc Sauvé et les travaux de la SIAZ, puisque les travaux de la SIAZ consistaient à faire un état des lieux sur les violences et les agressions sexuelles dans l'Église de France, entre la période 1950 jusqu'à 2010. Et donc Jean-Marc Sauvé, en novembre 2021, a rendu son rapport aux deux structures d'église qu'il avait mandatées pour faire cette étude avec son groupe, c'est-à-dire la Conférence des évêques de France pour l'église diocésaine, les évêques et les prêtres, et puis également Véronique Margron, qui est une dominicaine et qui est présidente de la COREF, la Conférence des religieux et religieuses de France. Et donc, Jean-Marc Sauvé a remis solennellement et officiellement ce rapport à Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui est président de la Conférence des évêques de France, et à Véronique Margron, présidente de la COREF. Et puis, il a fait ce constat terrible en disant qu'il y a 360 000 victimes entre 1950 et 2010, 350 000 victimes d'agressions sexuelles par un membre de l'Église de France. Et puis Jean-Marc Sauvé a dit, voilà, moi j'ai fini mon travail, j'ai été mandaté pour faire un état des lieux, et puis il se trouve qu'à cette époque, il avait été nommé, si je ne me trompe pas, responsable des États généraux de la justice, qui correspondait donc à la fin de son mandat de la SIAZ. Et donc, il a rendu son rapport. Et puis, Éric de Moulin-Beaufort et Véronique Margron ils y avaient pensé bien évidemment avant, se sont demandé ce qu'ils allaient faire avec cet état des lieux. Et donc, ils ont décidé de créer chacun une commission, l'INIR pour la Conférence des évêques de France. L'INIR, c'est donc la commission d'accueil des personnes victimes liées à un prêtre ou à un évêque. Et puis, l'autre commission, la CRR, Véronique Margron a créé la CRR, donc l'autre commission reconnaissance et réparation, pour les personnes victimes, pour accompagner les personnes victimes d'un religieux ou d'une religieuse. Donc moi, je suis rentré à la CRR au démarrage de la mise en place de cette commission. Il se trouve que Véronique Margron et Antoine Garapon connaissaient depuis longtemps et avaient travaillé depuis longtemps sur cette notion de justice restaurative. Et pour Antoine Garapon, la notion aussi de justice transitionnelle, de crime de masse au Rwanda était un sujet de travail et de réflexion très approfondi pour lui. Et donc, ils ont voulu, je dis ils, c'est-à-dire Véronique Margron et Antoine Garapon, ils ont décidé
de mettre leur commission dans un esprit de justice restaurative. Alors là, il faut vraiment poser les mots. Effectivement, à la CRR, nous nous inspirons de 5 grands principes de la justice restaurative. Je vais vous dire lesquels. Évidemment, à la CRR, nous n'appliquons pas de mesures de justice restaurative au sens de la loi et au sens de ce que nous avons dit précédemment. On est véritablement dans un esprit de justice restaurative. Voilà. Et donc c'est pour ça que moi j'ai porté ma candidature pour entrer à la commission et j'ai pu intégrer la CRR en janvier 2022 parce que effectivement j'avais une formation en justice restaurative et une pratique en justice restaurative. Donc Antoine Garapon trouvait intéressant qu'il y ait dans son équipe quelqu'un qui ait une certaine pratique là-dedans. Voilà. Alors, en quelques mots, je ne vais pas être très long, mais les grands principes de la justice restaurative que nous utilisons à la CRR, c'est, dans un premier lieu, le fait, la présence, la CRR et les membres de la CRR sont les tiers. C'est le tiers qui permet d'accueillir la personne victime et d'être aussi le lien avec la congrégation religieuse. Et donc ce tiers, ce tiers qui est fondamental dans la justice restaurative est absolument fondamental au sein de la CRR et tous les membres de la commission reconnaissance-réparation agissent en tant que tiers. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que il y a une indépendance au sein de la CRR. Antoine Garapon a été nommé par Véronique Margron, donc une dominicaine, mais nous sommes complètement indépendants de l'Église. Les membres de la CRR, il n'y a aucune personne, il n'y a aucun religieux, aucun prêtre, et il n'y a pas non plus de personnes victimes. Et donc nous avons une démarche d'accompagnement des personnes victimes. Et là, je dirais, le deuxième principe de la justice restaurative, c'est effectivement ce qu'on pourrait appeler ce déplacement du centre de gravité, c'est-à-dire que nous, à la CRR, nous sommes principalement à l'écoute des personnes victimes. Il n'y a plus ce triangle équilatéral. Le triangle équilatéral n'existe plus. Nous sommes inconditionnellement à l'écoute de la victime. Nous sommes aussi à l'écoute des congrégations religieuses, nous sommes à l'écoute des provinciaux et des supérieurs, parce qu'ils ont une réflexion maintenant sur comment faire pour que les personnes qui viennent dans leur congrégation religieuse ne commettent plus ces actes. Et donc, nous, on apporte également notre expérience et notre expertise. Donc, nous sommes indépendants. Au sein de la commission, il y a plusieurs personnes de différents horizons. Il y a des médiateurs, des avocats, des juges, des anciens RH. Et ça nous permet, si vous voulez, d'avoir cette approche vis-à-vis des victimes avec des parcours différents et donc des écoutes différentes. Voilà. En fait, il y a un maître mot dans notre action au sein de la CRR qui est absolument fondamental. Ça a été évoqué d'ailleurs tout à l'heure, c'est la notion du pari. En fait, à la CRR, nous faisons le pari de la vraisemblance du récit de la personne victime. Nous partons du principe que ce qu'elle nous dit est vrai. Et on va avoir un accompagnement suffisamment long, varié, qui va nous permettre d'affiner son discours, son récit, de comprendre si éventuellement il pourrait y avoir une supercherie, entre guillemets. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune personne, c'est faux. Sur les 1000 personnes que nous accompagnons, il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui ne sont pas dans l'authenticité et la vraisemblance.
Mais toutes les autres personnes sont dans la vraisemblance, sont dans l'authenticité de leur discours, de ce qu'ils ont subi. Et nous, on fait ce pari-là. On fait ce pari que, ce que vous dites est vrai. Et on se rend bien compte aussi que les personnes victimes n'exagèrent jamais les faits qu'elles ont subis. Il n'y a jamais d'exagération pour prouver ce qu'elles ont subi. Si les actes se limitent à des caresses qui peuvent avoir un impact considérable, la personne ne va pas en rajouter sur d'autres actes. Il y a une véritable authenticité dans les propos. Le troisième principe que nous utilisons, dont nous nous inspirons à la CRR, c'est le fait que le préjudice porte sur l'être et non pas sur l'avoir. Il porte sur l'être parce que le préjudice subi n'est pas axé sur le quantifiable. En fait, les souffrances que les personnes subissent sont terriblement profondes, elles sont terriblement durables, elles sont intérieures, elles sont invisibles, elles sont innommables, elles provoquent un véritable traumatisme existentiel. Et Antoine Garapon utilise le terme d'empêchement d'être. Empêchement d'être. Ce qui est terrible, c'est aussi de voir que, en fonction, un même acte peut avoir des impacts totalement variables suivant les personnes. Et toute la difficulté pour la commission, c'est effectivement aussi d'avoir une certaine équité pour l'ensemble des personnes, d'avoir une réflexion globale, mais aussi d'être très proche de chaque personne victime. Et en fonction de ce qu'elle a subi, il y a une démarche de réparation qui va être donc le quatrième principe de la justice restaurative, cette notion de réparation plutôt que sanction. Et là, ce qui est très important de comprendre aussi, c'est que, parce qu'on entend beaucoup de choses à l'extérieur, dans la presse, on parle très facilement de réparation financière. Non, ce qui est fondamentalement important pour les personnes victimes, c'est la réparation que, du coup, moi j'appelle la réparation restaurative. Qu'est-ce qui fait réparation pour vous? Qu'est-ce qui vous redonne votre dignité? Qu'est-ce qui a du sens pour vous dans l'acte ou la parole que peut poser un provincial ou un supérieur de congrégation? Pourquoi je parle des provinciaux et des supérieurs? C'est parce que on voit bien sur les 1000 personnes que nous accompagnons, la très grande majorité sont des personnes qui ont actuellement entre 60, 70, 80 ans. Et donc, ils ont été abusés quand ils avaient 5 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans. Donc, c'est surtout entre 1950 et 1980. Et donc, les personnes auteurs de ces actes sur ces personnes victimes sont décédées, parce que ce sont des personnes qui avaient 30 ans à l'époque. Et donc, et vous voyez, c'est une des grandes différences par rapport à la justice restaurative proprement dite, c'est que là, la victime n'a pas la possibilité d'avoir son auteur en face de lui. Alors, quand je dis ça, je pense évidemment à quelques personnes victimes que j'accompagne, dont l'auteur, ou ça existe aussi pour les femmes, hein, il y a des religieuses qui ont agressé d'autres personnes, eh bien, là, oui, l'auteur est encore présent. Et donc, il y a là aussi une démarche de la commission qui est différente encore par rapport à la démarche que l'on peut avoir d'accompagnement quand l'auteur n'est plus vivant et qu'on s'adresse à la personne qui assure la responsabilité de sa congrégation. Voilà, le cinquième, je terminerai là, le cinquième élément de justice restaurative qui nous inspire, c'est une projection vers l'avenir. En fait,
la démarche de la justice restaurative, qui est véritablement de mettre les personnes dans une dynamique, de ne plus sortir de cette verticalité bloquante, mais de les mettre dans une horizontalité qui met en mouvement, eh bien, on essaye de l'appliquer aussi à la CRR et de permettre à la personne victime de pouvoir envisager par des gestes restauratifs, par une réparation financière qui est la deuxième jambe de la réparation, eh bien, on va pouvoir permettre à cette personne non pas de tourner la page, non pas de se considérer comme complètement réparé. C'est pour ça que moi j'aime bien utiliser le mot de restauration. La personne victime ne sera jamais comme elle était avant, mais on peut peut-être espérer qu'elle puisse se restaurer pour pouvoir aller dans une perspective, une dynamique et une vie future. Voilà. Merci. Je pense que c'était important de faire le point sur ce type de commission, tant il y a un voisinage, en tout cas, d'un point de vue théorique, entre justice restaurative, justice réparatrice et justice qu'on appelle transitionnelle. Je reprends le titre d'un ouvrage de Sandrine Lefranc que vous verrez sur le présentoir que j'évoquais tout à l'heure, qui concerne des collectivités politiques. Celle ici des catholiques dans leurs diverses formations possibles, celle de nations, et vous vous souvenez du rôle qu'a joué ici, du rôle novateur qu'a pu jouer ici la commission mise en place par Desmond Tutu entre 1995 et 1998, visant à faire témoigner et de fait amnistier les auteurs de crimes liés au régime d'apartheid et faire témoigner également les victimes. Je pense qu'à ce stade de la discussion, vous avez sans doute des remarques ou des questions, des interrogations, des interventions à formuler, tant à destination de Robert Cariou que à celle de Bernard Pey. Donc je pense que la parole, alors non pas le bâton de parole, mais le micro éventuellement défaillant, va circuler parmi vous. Vous lisez dans mes pensées, j'allais utiliser le terme de bâton de parole. Classiquement, comme dans les amphithéâtres universitaires ou dans, je dirais, tout groupe humain un petit peu nombreux, on lève la main et je me débrouille pour arriver le plus vite possible. J'essaie aussi de repérer tout le monde. Ne m'en veuillez pas, bien qu'étant maman, j'ai pas forcément toujours des yeux derrière la tête. Donc je vais essayer de voir tout le monde, mais voilà, ne m'en veuillez pas si jamais je ne vous vois pas tout de suite. J'essaierai quand même de vous voir ensuite. Merci beaucoup pour cette conférence fabuleuse. Voilà. Et je voulais savoir qu'est-ce que c'était exactement la justice transitionnelle, parce que vous l'avez évoqué, mais sans rentrer, on va dire, enfin, à moins que j'ai raté les marches, c'est possible. Voilà, merci beaucoup. Non, d'un mot, la justice transitionnelle, c'est ces mesures qui, de vérité, réconciliation, éventuellement évidemment réparation, qui accompagnent des changements de régime, en fait, des transitions démocratiques, on appelle ça. Et donc, c'est la commission Tutu, Desmond Tutu en est l'exemple, je pense, le plus connu aujourd'hui, mais on a connu le régime tunisien a mis en place une instance réconciliation et vérité, je crois. C'est ça. Parfois d'autres, c'est pas de la justice transitionnelle ici, mais le gouvernement canadien, par exemple, a mis en place une commission assez semblable à celle qu'évoquait Bernard Pey sur les infractions commises dans les pensionnats, donc religieux, en tout cas direction religieuse qui accueillait les enfants de familles des Premières Nations, des familles autochtones, familles indiennes, comme on disait auparavant. Donc voilà.
La transition ici vise le changement de régime et la transition démocratique. Voilà, plus de 150 ont eu lieu et sont toujours en cours. Alors effectivement, c'est autre chose. La France, en revanche, vote souvent des lois d'amnistie, donc qui permettent de faire l'économie de ce type de justement de commission de transition. Il faut bien souligner aussi le rôle du temps, de la durée, hein, comme l'indique le sablier qu'il va falloir retourner. Voilà. Donc, votre participation évoque la proximité entre les deux univers, hein, mais c'est pas la même chose, évidemment. Oui, merci bien. J'aurais voulu savoir, lorsque vous êtes sur la rencontre victime-auteur, donc pas celle dont vous avez parlé, hein, les deux. Dans ce cas-là, est-ce que l'auteur est encore en prison? Est-ce qu'il a exécuté sa peine? Et sinon, est-ce que d'une manière générale, quand les auteurs d'infractions participent à ces mesures restauratives, est-ce qu'ils ont une réduction de peine? Est-ce que le juge d'application des peines donne son avis et est-ce que ça entraîne une réduction de la durée de la peine? Merci. Vous évoquez, merci pour votre question, la médiation restaurative. Et je préfère l'expression qui permet de réunir une personne auteur et une personne victime liées par la même affaire. Car en aucun cas, l'auteur appartient à la victime et réciproquement. Alors oui, ces médiations restauratives peuvent avoir lieu, comme le disait Fabien, à tous les stades de la procédure. Dans toute procédure pénale, dans tout type d'infraction. La loi ne prévoit pas, comme sur le terrain judiciaire, que tel type d'infraction ne peut pas bénéficier d'une rencontre restaurative au sens large. Et donc, pour répondre rapidement, et j'espère suffisamment, sinon reprenez-moi, et avoir le maximum d'échanges, il n'y a rien à gagner, si je puis dire, dans une médiation restaurative, dans une rencontre restaurative en général. Pas de réduction de peine, pas d'indemnisation supplémentaire. Une recommandation de 2018 du Conseil de l'Europe invite néanmoins les États membres à considérer que la participation à une rencontre restaurative pourrait conduire à une prise en considération dans le cadre de la sanction ou dans le cadre de l'individualisation de la peine d'une participation à une rencontre restaurative. Et je suis assez favorable dans la mesure où c'est très courageux de rencontrer la personne que l'on a victimisée, voire de rencontrer celui qui nous a victimisés, mais aussi dans le cadre des rencontres plus anonymes de groupes dont a parlé Bernard. C'est pas l'ordre du jour en France, mais ça ne serait pas du tout quelque chose qu'on pourrait considérer de sens commun d'inacceptable. Mais pour l'instant, non, pas. Ils le savent dès le départ. Et s'ils viennent pour, le cas échéant, obtenir une réduction de peine, ne sont pas éligibles au programme. Et moi, je voulais savoir... Si vous permettez, je me permets juste un tout petit complément par rapport à ce que disait Robert. C'est aussi, pour la personne victime, c'est la même chose. C'est-à-dire que s'il y a eu procès pénal, par exemple, eh bien, si elle fait partie d'une rencontre restaurative, elle sait très bien qu'il n'y aura pas une amélioration ou une modification de ce qu'elle aura pu avoir au procès pénal. Oui, moi, je voulais revenir sur le fait, les médiateurs sont toujours bénévoles? Et pourquoi? Non, les médiateurs ne sont pas bénévoles. En fait, non, oui, mais pardonnez-moi, c'est moi qui n'ai pas forcément été très clair. C'est dans les rencontres détenues victimes ou les rencontres condamnées victimes, les membres de la communauté c'est le membre de la communauté est bénévole. Moi, il se trouve que je suis médiateur, mais c'est mon métier par ailleurs. Et en fait, en tant que personne, je me suis formé pour être membre de la communauté et pour participer à une mesure de justice restaurative, je dis clairement, je signe une charte d'ailleurs du membre de la communauté,
où je dis que je suis bénévole. En fait, les animateurs, eux, sont issus de l'administration pénitentiaire ou d'une association d'aide aux victimes. Donc, si vous voulez, il ne s'agit pas de bénévolat pour eux, c'est fait partie de leur activité professionnelle. Toutes les questions viennent du premier rang. Il faudra aussi que j'en parle à ma fille à propos de son brevet du collège. Voilà. Bon, il y en a une question au fond. qui vient du fond. Oui, bonsoir. En fait, la conférence nous était présentée à partir du film Je verrai toujours vos visages. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que vous l'aviez vu? Est-ce que du coup, ça correspond à ce que vous nous avez présenté quelque part? Moment de critique cinématographique, Robert. Bien sûr je peux dire on l'a vu ce film. Moi, je le vois à chaque fois que je fais une formation, donc des dizaines de fois. J'y trouve toujours quelque chose de particulier. Mais pour l'essentiel, c'est la réalité des rencontres qu'évoquait Bernard, détenus victimes, en l'occurrence condamnés victimes en milieu ouvert. C'est absolument remarquable, mais ça n'est pas arrivé par hasard. Jeanne Herry nous a contacté des collègues québécois notamment, a suivi nos formations et formé pour être soit médiatrice en médiation restaurative, soit animatrice dans les programmes plus anonymes de rencontres détenus victimes. Et elle a effectivement écrit un scénario après avoir aussi rencontré par l'intermédiaire de l'Institut et avec l'accord de ces personnes, des personnes victimes et des personnes auteurs. Donc j'exagère, mais je le trouve magnifique ce film. C'est pas plus vrai que vrai, hein, mais c'est la réalité de ce que nous vivons dans les rencontres restauratives. Alors, elle a peut-être idéalisé sur certains aspects les rencontres restauratives, mais il y a par exemple un point en particulier, quand ils s'échangent des téléphones à la fin du film, c'est bien proscrit dans le cadre du protocole de justice restaurative. Ils ne sont pas là, comme disent souvent les collègues québécois, pour créer de l'amitié, avoir des amis. Non, quand c'est fini, c'est fini. Après tout, s'ils souhaitent se rencontrer après, c'est de leur initiative. Mais le programme ne peut pas favoriser, en laissant pendant cette rencontre bilan qui a lieu 2 mois après la session de 5 rencontres, cette relation qui devient une relation individuelle. Il ne faut quand même pas être trop naïf. Mais ce sont des belles personnes qui participent précisément à ces rencontres restauratives. Et de ce point de vue-là, quel que soit le statut que l'on occupe à l'intérieur de la rencontre, c'est un enrichissement absolument permanent. J'ai été membre de la communauté, moi aussi, lors des premières expérimentations. Je ne peux plus l'être, je n'ai plus le temps, on m'embauche depuis le film de Jeanne Herry, c'est pire que jamais, des conférences, des formations. Mais j'aimerais bien revenir, effectivement, à la place que toi, tu occupes. On peut être binôme, Robert, si tu veux. Oui, mais j'aurai jamais ce temps, c'est 7 semaines finalement, enfin 6 temps dans la semaine, ce qui veut dire un délai de 6 mois disponible. Alors, je me permets aussi quelques mots par rapport au film de Jeanne Herry. En fait, je l'ai vu et effectivement, je le trouve très bien, très, très fidèle à la vérité et ce qu'elle a pu entendre, parce que sans fausse modestie, mais Robert aussi a pu rencontrer Jeanne Herry de nombreuses heures. Moi, j'ai pu avoir une dizaine d'heures d'échange avec elle avant l'écriture du scénario. Et donc, elle s'est imprégnée de la réalité, parce que moi, j'ai pu, en anonymisant effectivement les noms, mais j'ai pu lui raconter ce que j'avais vécu dans ces RDV. Et notamment, je me souviens d'une scène, si vous avez vu le film tous, enfin, à un moment donné, une des personnes auteurs annonce au groupe qu'il va partir. En fait, il est libérable avant la fin de la séance, enfin des 5 séances. Et donc c'est la consternation générale. Et puis en fait il dit mais je vais revenir. Donc il est sorti de la détention, il est en liberté et en fait il va revenir pour la dernière séance. Et en fait c'est du vécu. Moi je l'ai vécu dans ma
RDV. Et donc, du coup, je l'ai raconté à Jeanne Herry et elle l'a mis dans son film. Et donc c'était vraiment une... Et elle nous racontait après le film qu'elle était très vigilante que les comédiens ne changent pas une virgule de son scénario et de son texte. Et donc, elle était très dure avec ses comédiens. Voilà. Et puis j'ai envie d'évoquer une toute petite boutade. Tu me permettras, Robert, si tu veux bien, mais c'est pas une boutade, c'est plutôt un honneur. Mais Denis Podalides dans le film, c'est Robert Cario. Alors si vous revoyez le film, vous verrez. Non, c'est pas une boutade, mais c'est ce que j'ai dit. Mais Robert, je me suis repris en disant que c'était un honneur. Voilà, Denis Podalides joue le rôle de Robert Cario, qui est donc dans la première séquence du film, forme les membres de la communauté, il forme les animateurs à la médiation restaurative. Pardon ? Moi, parce qu'elle m'a demandé d'être figurant. Donc si vous regardez bien, derrière Denis Podalides, derrière Robert Cario, pendant 3 secondes, on voit ma tête. Et donc, voilà. Donc, il joue mon rôle, évidemment. Alors, moi, j'ai jamais la mémoire des noms des comédiens, mais il y a... Et ça, c'est intéressant ce que vous me dites, parce que la seule critique que je peux faire du film de Jeanne Herry, c'est que le membre de la communauté, elle n'a pas pu, en 2 heures... Il y a 2 mesures qui sont présentées dans son film. Dans la mesure sur la rencontre détenus-victimes, le rôle des membres de la communauté n'a pas pu être mis en avant, mis en vérité, comme il l'est en réalité. Mais c'est trop... Il y a une subtilité dans le rôle du membre de la communauté qui est difficile à faire passer au cinéma, en fait. Sauf à faire observer, pour avoir été formé par Liévière, que Bernard, quand il est membre de la communauté, est comme un participant quand il triangulise, enfin le fameux triangle équilatéral. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il intervient autant, si j'exagère, que les participants. C'est pas l'objectif. Le programme appartient aux participants. Et donc, c'est une petite nuance. Donc, ce qui veut dire que pour moi, le film est excellent, y compris pour les membres de la communauté, mais pas pour Bernard. Ben, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle sert que le café ou les gâteaux. Eh ben, on va revoir le film ensemble, Robert. Hein ? On va... Bien. Alors, oui, je regarderai avec Jeanne Herry et puis je lui en parlerai aussi. Ou peut-être Bibliocité organisera une projection réconciliatrice. On a encore le temps d'une ou peut-être 2 petites questions. À nouveau du premier rang. Non, il y a une question fond. Eh oui. Je voulais savoir en fait quels étaient les critères pour quand les gens choisissent pour les intervenants, pour ce qui est des condamnés et des victimes. Vous savez ou pas? C'est le travail de préparation des rencontres et du choix des condamnés qui participent, ou des détenus et puis des victimes. Oui, c'est-à-dire que, par exemple, pour les personnes auteurs, les CPIP, les conseillers de la pénitentiaire, qui accompagnent les personnes détenues, connaissent, pardonnez-moi l'expression qui n'est pas forcément très belle et appropriée, mais ils connaissent bien leurs détenus. Et donc ces conseillers de la pénitentiaire savent si la personne n'est plus dans le déni, par exemple, du crime qu'elle a pu commettre ou le délit qu'elle a pu commettre. Et donc, est-ce qu'elle est dans une démarche de vouloir
comprendre le geste qu'elle a pu faire. Est-ce cette personne est dans une démarche aussi de vouloir apporter quelque chose à éventuellement une personne victime, qui n'est pas sa victime, hein, mais voilà. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup d'autres critères que les conseillers de la pénitentiaire ont qui permettent de dire « je pense que cette personne pourrait intégrer une mesure et ça pourrait être profitable pour lui, mais aussi pour les autres, pour le groupe, en fait. » Même chose pour les personnes victimes. Bon, Bernard, je vais te contredire encore une fois ce soir, mais toute personne accueillant un justiciable aujourd'hui, depuis les décrets de 2020-2021, doivent informer sur leur droit à être orientées, si elles le souhaitent, vers un dispositif restauratif. Ça veut dire que ces personnes, ces PIP, psychologues ou juristes des services de l'OI qui éducateurs, ne peuvent constituer en rien un filtre. Un déni total, il n'y a pas de problème. On ne va pas y aller, c'est une perte de temps pour tout le monde. Un déni partiel, oui. Mais si les autres conditions sont remplies, ce sont les animateurs qui, travaillant sur les attentes des intéressés, vont les amener à choisir les intéressés, avec leur accord, bien évidemment, à participer. Sinon, les dés sont pipés. Et c'est tout ce qui, par rapport au droit pénal des mineurs, puisqu'on a perdu 7 ans en droit pénal des mineurs, l'article L13.4 du Code de la justice pénale des mineurs qui a été publié le 30 mars 2021, renvoie directement, et alors au même emplacement, c'est pas du symbole, c'est de l'affirmation de l'importance de la justice restaurative, l'endroit où cet article a été posé, renvoie à l'article 10-1. C'est-à-dire que pendant 7 ans, peut-être que des mineurs auteurs, des mineurs victimes auraient pu bénéficier de la justice restaurative. On peut entrer dans les détails. Mais ça, c'est important. Tout acteur de la chaîne pénale recevant un justiciable doit l'informer sur son droit à être orienté vers une mesure de justice restaurative, s'il le souhaite. Et si les 5 conditions qu'évoquait Fabien tout à l'heure sont remplies, reconnaissance des faits, donc même partielle, le consentement, le caractère volontaire, la confidentialité, c'est fondamental, et un tiers spécialement formé. Sans aucun filtre. Parce que la mesure, encore une fois, n'est 1, pas un acte de procédure, elle peut être autonome, 2, et 3, elle appartient aux intéressés. Donc si on considère que cette personne peut ou ne peut pas, ben, on va contre la loi finalement, et contre son libre choix à vouloir y participer. Reste bien évidemment aux animateurs et à ces personnes d'évaluer ensemble, et là je te rejoins, si elle en tirera un intérêt personnel, et que le groupe, par sa participation, en retirera aussi un intérêt personnel. Et ce dialogue présente l'intérêt de conduire les uns et les autres, comme l'a dit mon collègue Paul Banzoulou, vers un cheminement vers un horizon d'apaisement. C'est tout ce qu'on peut évoquer avec les personnes. Il n'y a pas d'autre objectif. Y a-t-il assez d'animateurs? C'est ma question, ça. Comment? Y a-t-il assez d'animateurs pour répondre aux besoins? Les besoins actuels, dans la mesure où les financements sont ridicules. Le ministère de la Justice n'est pas du tout à la hauteur du financement d'une mesure qui est inscrite dans la loi. Mais ça n'est pas qu'au ministère de la Justice de financer ces mesures. L'éducation, la santé, la jeunesse, etc. Moi, je reste avec les anciennes appellations des grands ministères, mais c'est vraiment une affaire qui concerne tous les ministères, liés au social, au sens large. Mais des animateurs, on pourra en former davantage encore. Nous prenons une dernière question. Quelle proportion d'auteurs ou de victimes finalement a accès à la justice restaurative? Est-ce qu'il y a une liste d'attente s'il n'y a pas assez d'animateurs? Et j'ai aussi une autre question. Est-ce que les victimes se définissent plus comme survivants après? Ou est-ce qu'il y a un changement dans ce qu'elles vivent? Parce que vous parlez beaucoup de victimes.
Dans la culture anglo-saxonne, on parle plus de survivants. La première question, est-ce qu'il y a des listes d'attente aujourd'hui, compte tenu du faible nombre éventuel de médiateurs ou des faibles financements? Et la deuxième question, est-ce que par ce processus de justice restaurative, les victimes se qualifient autrement, par exemple, de survivants, comme on l'entend souvent chez les Américains notamment? Alors, les listes d'attente, oui, il y en a, de plus en plus. Et aujourd'hui, l'initiative prise, au-delà du fait que ceux qui doivent informer sur l'orientation, obligatoirement, vers un programme restauratif, ne le font pas toujours, c'est 50-50. C'est autant l'initiative de la part d'auteurs que de la part de personnes victimes. Et effectivement, notamment pour les mesures de médiation restaurative qui sont très chronophages, la préparation des personnes peut être un an et demi, de rencontres, de préparation autour des attentes, etc. Donc oui, il y a des listes d'attente. Et pour les victimes, effectivement, qui y participent, cette notion de survivants ne disparaît pas complètement, mais elles peuvent envisager différemment leur vie. Et tout d'abord, et en parlant un peu simplement, le premier bienfait que tous, les victimes comme les auteurs, mais les personnes victimes surtout, c'est d'être reconnues enfin comme personnes. Et cette reconnaissance pour les uns comme pour les autres, en tant que personnes, va aussi conduire à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul groupe très rapidement dans les échanges. Et à la sortie, eh bien, effectivement, elles se vivent bien plus qu'avant. Ce n'est pas encore une fois miraculeux, mais comme des personnes. Et ça, c'est essentiel. Et c'est vraiment le premier bienfait qui est souligné. On n'est plus un numéro d'écrou, on n'est plus un tiroir-caisse, comme a pu le dire Bruckner, ça m'avait beaucoup étonné, mais des personnes. Bien, merci beaucoup, Robert, Bernard, pour ces informations et ces témoignages sur la justice restaurative. Voilà, Merci à Bibliocité qui a eu l'initiative, je crois, de la rencontre et à la Bibliothèque de la Ville de Paris de l'avoir accueillie. Je voudrais encore une fois, au nom, je pense, de tous les participants, de mes collègues et aussi un peu en mon nom propre, vous remercier tous les trois pour ces presque 2 heures que nous n'avons pas vu passer et qui montrent à quel point on restaure l'humain. Il ne sera plus tout à fait pareil. Ce fichu micro, il pourra de nouveau continuer à être malgré tout, même s'il n'est plus tout à fait le même. Et vous avez insisté sur le courage. Je crois que c'est le maître mot de cette justice restaurative. Merci encore beaucoup à tous les trois. Merci. Bonne soirée.